Monsieur le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mesdames et messieurs, je voudrais naturellement m'adresser à chacun d'entre vous, vous saluer, mais monsieur le vice-bâtonnier l'a fait de façon excellente. C'était d'ailleurs la partie de son intervention qui me pose le moins de problèmes. Donc je la fais mienne, si vous le voulez bien. Je viens aujourd'hui devant vous quelques jours après avoir été nommé ministre de la Justice par monsieur le Président de la République. Je viens tremblant, un peu intimidé pour un élu de province que d'être ici dans cette salle qu'on appelle, et je remercie monsieur le Premier vice-président de nous y accueillir, devant les plus grands juristes que compte notre pays, qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, monsieur le bâtonnier. Puis devant vous toutes et vous tous, avocats du barreau de Paris. Alors, j'ai deux solutions. Ou bien je lis un discours très bien qui m'a été préparé, ou j'essaye de répondre aux vice-bâtonniers et aux bâtonniers. Alors, moi j'adore le débat. Et je trouve qu'il faut que l'on dise les choses, qu'on les mette sur la table et qu'on puisse en parler. Il n'y a pas de concertation sans parler. Je suis parlementaire depuis longtemps. J'ai aimé cette fonction. Je retrouverai peut-être demain cette fonction. Aujourd'hui, j'ai en charge un certain nombre de réformes à mener. Et, monsieur le bâtonnier, vous avez trouvé qu'il n'y en avait pas assez, et vous en avez annoncé une bonne quinzaine d'autres qui devraient occuper les gardes des Sceaux quasiment jusqu'au siècle prochain. Je vous remercie de cette vue prospective qui est la vôtre aujourd'hui. Monsieur le vice-bâtonnier a commencé par traiter des questions de droit pénal et des libertés. Je voudrais, sur ce point, être le plus clair possible. Dans le titre qui est le mien, il y a ministre des libertés. Et j'entends bien être aussi, avec le président de la République, avec le Premier ministre, le ministre des libertés. Et j'ai noté avec grand intérêt que monsieur le Premier secrétaire avait plaidé devant le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la garde à vue. Vous trouvez, monsieur le vice-bâtonnier, vous en avez parlé fort bien. Vous avez simplement oublié un point. Et je suis là pour simplement rappeler ce qui n'a pas pu être dit, beaucoup moins bien que vous ne l'avez fait vous-même. Mais je voudrais dire que si cela était possible, c'est parce qu'il y a eu une réforme de la Constitution. Sans réforme de la Constitution, il n'y aurait pas de question prioritaire de constitutionnalité. Et je veux rappeler aussi que cette réforme de la Constitution, elle a été adoptée, et je suis bien placé pour le savoir, à une voix de majorité. C'est donc parce que le président de la République et ce gouvernement l'ont voulu que l'on peut aujourd'hui, dans ce pays, assister à une avancée du droit extrêmement importante qui a été attendue depuis très longtemps. Beaucoup ici, je vois quelques visages connus nationalement, donc je les connais, qui ont souvent parlé de cette question. Mais il arrive un moment où en parler ne suffit pas, il faut le faire. Et c'est le Congrès du Parlement, à la demande du président de la République, qui l'a fait il y a quelques mois. C'est une avancée du droit dont on ne soupçonne probablement pas aujourd'hui encore toutes les conséquences. Mais ensemble, nous pouvons être fiers de cette avancée. Et j'entends bien, en tant que ministre de la Justice et des Libertés, soutenir, promouvoir cette réforme. Parce qu'elle permet à tous les citoyens d'avoir accès aux juges constitutionnels, de faire reconnaître leurs droits et d'étendre le champ des libertés publiques. Alors c'est vrai qu'à partir de là, il va y avoir des développements. Vous avez parlé, à juste titre, de la réforme de la garde à vue. Je ne sais pas comment vous avez reçu, enfin je dis que j'ai bien compris, comment vous avez reçu le projet qui est actuellement déposé devant le Parlement et dont le Parlement devrait débattre à peu près vers le 10 ou 11 janvier prochain. Je dois dire sur ce point deux ou trois choses. Première chose, je ne considère pas
que ce projet est aujourd'hui fini. Il y a eu, après le dépôt du projet, des décisions, notamment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dont on tiendra compte, et j'attends d'autres décisions de la juridiction suprême, la même d'ailleurs, qui devront être prises en compte avant que ne commence le débat au Parlement. Naturellement, le gouvernement se réserve le droit d'user de son droit constitutionnel d'amendement dans ce domaine-là. Et nous aurons à réfléchir, à débattre et probablement à parler ensemble avant tout cela. La réforme de la garde à vue, c'est une réforme fondamentale. Je suis d'accord avec vous et c'est aussi une avancée pour les libertés. Mais au moment où je prends les fonctions qui m'ont été confiées, je voudrais dire très clairement et de la façon la plus simple possible que dans mon esprit, il n'y a pas, et je ne ferai jamais en sorte qu'on oppose la police et la justice. La police est une force républicaine. Elle trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a besoin de la police. Mais la police, c'est la police. Et la justice, c'est la justice. Les magistrats ont un rôle particulier. Je les défendrai toujours. Je veillerai à ce qu'ils soient respectés dans leur rôle, dans leur fonction. Mais nous avons aussi besoin de la police et je n'attaquerai pas la police. Parce que c'est un jeu mauvais que d'opposer les uns aux autres. Notre pays a besoin des deux. Et c'est dans ce sens-là que j'entends travailler. Il faudra que l'on trouve les bons équilibres. Il faudra que l'on trouve aussi une loi qui soit faite pour toute la France. La situation n'est pas tout à fait la même quand on est à Paris, dans une grande ville, ou dans des territoires ruraux où il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver des avocats. Il faudra qu'on trouve un équilibre, là aussi, pour que chacun ait les mêmes droits, pour que chacun ait la même liberté, pour que chacun ait la même efficacité. C'est dans cet esprit, sans a priori, que j'aborde cette discussion et ce débat en voulant être le garant des libertés publiques avec vous, c'est évident, et aussi garant de l'efficacité de la République. Vous avez abordé la question des jurés ou échevins ou assesseurs dans le domaine correctionnel. C'est une question qui peut être abordée de façon polémique, définitive, et moi je veux l'aborder de façon pédagogique et l'aborder avec chacune et chacun d'entre vous dans le cadre d'un débat. Le président de la République l'a annoncé dans son intervention, le Premier ministre l'a redit devant le Parlement il y a quelques jours. Je suis sûr que l'on trouvera dans ce domaine-là des bonnes solutions. Les problèmes sont nombreux. La correctionnalisation de très nombreuses infractions criminelles, la hiérarchie des délits peut poser des problèmes. Il est bien certain que le nombre de décisions des cours d'assises et le nombre de décisions des tribunaux correctionnels montrent à l'évidence qu'on ne peut pas faire la même chose partout, et que la façon dont se déroulent les audiences correctionnelles nécessite forcément une autre vision des choses. De tout cela, je suis prêt à parler avec tous ceux qui acceptent de venir discuter. Ma porte est ouverte, je vous ai reçu dès ma nomination et j'entends bien continuer dans ce sens. Une réforme de la justice, elle touche toutes les Françaises et tous les Français. Pour qu'elle soit acceptée, je sais bien qu'il faut qu'elle soit d'abord discutée, partagée et portée par, pas seulement une majorité politique, quelle qu'elle soit, mais plus largement par le plus grand nombre possible de Françaises et de Français. C'est dans ce sens-là que j'entends tout à fait travailler. Alors nous aurons l'occasion, si vous le voulez bien, d'avancer dans ce domaine. Voilà déjà un certain nombre de choses pour tout ce qui concerne le droit pénal, la procédure pénale, et le temps qui est le mien est un temps forcément compté, puisqu'il reste
18 mois, je ne vais pas compter d'ailleurs parce que ce n'est pas ça le sujet, avant les échéances essentielles dans notre pays, mais puis le Parlement a son temps, mais nous lancerons ces réformes et nous les ferons avec vous. Après, il y a beaucoup d'autres réformes. J'ai compté qu'à partir du 11 janvier, je vais être en permanence au Parlement, et il y a même un jour où je dois être à la même heure dans les deux chambres pour pouvoir assumer le soutien de tous les textes qui concernent ou vos professions et la justice. C'est un peu la même chose. Je voudrais très rapidement, pour laisser la parole à Monsieur le Premier Secrétaire, dire que sur les professions, sur la loi Béteille, sur la loi de modernisation, je crois que vous êtes arrivé à un accord avec Madame Alliot-Marie. Cet accord, je le soutiendrai et je veillerai avec votre aide, qui peut être grande, à ce que le Parlement puisse l'accepter et le faire sien. C'est, je crois, une étape qui est importante, qui est essentielle. Je sais qu'après la réforme de la garde à vue, nous aurons bien entendu à parler avec vous de tout ce qui concerne l'aide juridictionnelle, comment on fera les choses. Je veux dire aussi devant vous, je sais parfaitement qu'il n'y a pas de réforme de la justice sans moyens. Sinon, c'est faire croire un certain nombre de choses qui ne pourront pas être et qu'il faudra que l'on regarde tout cela. Je voudrais aussi vous remercier pour la façon dont votre profession sait s'adapter aux évolutions de la vie dans notre pays, dans notre société. La façon dont vous utilisez les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui un outil indispensable à l'efficacité de l'institution judiciaire, qui facilite la collaboration entre les divers acteurs de l'œuvre de justice, est tout à fait essentielle. Donc, et là encore, nous avons, dans quelques jours, l'occasion de faire voter le texte sur l'acte d'avocat contresigné. Je sais que vous attendez ce vote, c'est normal, c'est aussi le fruit d'une évolution que l'on peut constater dans notre société. Le gouvernement, là encore, soutiendra tout à fait la position qui ressort de l'accord dont j'ai parlé il y a quelques instants. Pour ce qui est des moyens, vous en avez parlé l'un et l'autre, je sais que nous avons un retard historique. C'est-à-dire qu'il y a bien longtemps que ce retard existe. Cette année, et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai négocié le budget, mais Madame Alliot-Marie, ce budget a pu être préservé, augmenté, même si cela peut paraître insuffisant, mais dans le contexte de difficultés des finances publiques que sont les nôtres, pouvoir augmenter un budget, c'est aussi un signe que donne le gouvernement à l'ensemble des acteurs de la justice en augmentant globalement, de façon importante, le budget du ministère de la Justice, qui, pour la première fois, dépassera les 7 milliards d'euros. Mais il y aura, bien entendu, beaucoup à faire, et notamment l'implication de la réforme de la garde à vue aura des conséquences extrêmement importantes dans le domaine de l'aide juridictionnelle. Voilà quelques-uns des points que je voulais souligner devant vous après vos interventions. Rappeler donc ce qui est fait, dire que cette année va être une année d'extrême activité. Le Parlement va pratiquement siéger que sur des textes qui intéressent la justice, les avocats, les professions judiciaires au premier semestre. C'est donc dire que nous aurons l'occasion, des occasions nombreuses, de nous voir, de travailler ensemble. Sachez que je suis particulièrement sensible au sujet que vous avez soulevé à la fin de votre intervention, concernant l'attractivité et la compétitivité de la place de Paris. C'est évidemment un sujet tout à fait essentiel et vous pouvez compter sur mon implication dans ce dossier aux côtés de tous les acteurs, et vous en êtes parmi les principaux, pour maintenir le rayonnement international de la place arbitrale de Paris. Mesdames et messieurs,
monsieur le vice-bâtonnier, la réforme de la justice, son bon fonctionnement, la garantie des droits et des libertés sont des ambitions que nous partageons. Et j'ai envie de dire que nous devons partager, parce qu'il y a là, pour les Françaises et les Français, une demande forte, parfois exprimée de façon pas toujours claire, pas toujours dans des canaux que l'on pourrait trouver habituels, mais il y a dans notre pays une forte demande de justice. C'est ensemble que nous devons travailler à satisfaire cette demande de justice. Et si vous le voulez bien, je vous convie à ce que nous travaillions ensemble. Merci beaucoup.